Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut sembler complexe, mais qui est absolument central, l'impôt sur le revenu. L'objectif est simple, démystifier ensemble les mécanismes de base, comprendre qui est concerné et surtout comment on calcule le montant final. On va y aller pas à pas, de manière très structurée. Pour y voir clair, notre parcours va se faire en 4 temps. D'abord, on va définir le périmètre, le champ d'application de l'impôt. Ensuite, on se penchera sur 2 notions capitales, le foyer et la résidence fiscale. Troisième étape, on verra ce qu'est exactement un revenu imposable. Et enfin, on entrera dans le vif du sujet, les étapes concrètes du calcul de l'impôt. Allez, on commence par la toute première question, la base de tout. Qui, au juste, est soumis à l'impôt sur le revenu en France? C'est vraiment le point de départ de tout raisonnement en droit fiscal. Ce qu'il faut bien comprendre d'emblée, c'est que le droit fiscal ne regarde pas une personne de façon isolée. L'imposition repose en fait sur 2 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la résidence qui va rattacher une personne au territoire français. Le second, c'est la composition de son foyer fiscal qui prend en compte sa situation familiale. Approfondissons justement ces 2 notions. Ce sont en quelque sorte les fondations de tout l'édifice. Avant même de s'intéresser aux revenus, aux sommes d'argent, le système doit définir l'unité de base qui va être imposée. Et c'est là qu'interviennent les concepts de résidence et de foyer fiscal. Alors, comment sait-on si on est considéré comme un résident fiscal français? Le Code général des impôts nous donne plusieurs critères et il suffit d'en remplir un seul. Par exemple, si votre foyer, c'est-à-dire votre famille, vit en France. Ou alors si vous exercez votre activité professionnelle principale en France. Ou encore si vous avez en France le centre de vos intérêts économiques. Un seul de ces liens suffit à vous considérer comme résident fiscal. Forcément, ça soulève une question, surtout dans notre monde de plus en plus mobile. Qu'est-ce qui se passe quand une personne coche les cases de la résidence fiscale en France, mais aussi dans un autre pays, selon les lois de ce pays? On se retrouve potentiellement résident de 2 endroits à la fois. Pour régler ce genre de conflit, il existe des outils juridiques, les conventions fiscales internationales. Pour éviter une double imposition, ce qui serait évidemment injuste, ces traités signés entre 2 pays vont établir des critères de départage. On va regarder le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux, bref, on va trancher pour qu'à la fin, un seul État puisse considérer la personne comme résidente. Bon, maintenant qu'on a établi qui est résident fiscal français, la deuxième grande question est sur quoi va porter l'impôt? Quelle est la matière imposable? C'est ce qu'on appelle la base d'imposition. Et là, attention, on touche à un principe fondamental du droit français, le principe de mondialité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez simple. Si vous êtes résident fiscal français, vous êtes imposable en France sur l'intégralité de vos revenus, y compris ceux qui viennent de l'étranger. C'est une obligation fiscale dite illimitée. Bien sûr, là encore, les conventions fiscales sont là pour organiser la répartition du droit d'imposer et surtout pour éviter les doubles impositions. Mais pour qu'un revenu soit taxable, il doit remplir 3 conditions. Premièrement, l'annualité. On impose toujours les revenus gagnés durant l'année civile passée. Deuxièmement, la disponibilité. Il faut que le contribuable ait réellement perçu l'argent ou qu'il ait été mis à sa disposition. Et troisièmement, un point crucial, le revenu imposable est toujours un revenu net, c'est-à-dire qu'on a déjà déduit les frais et charges nécessaires pour l'obtenir. On arrive maintenant à la dernière partie, la plus concrète, la liquidation de l'impôt. On va voir comment tous les éléments qu'on a vus jusqu'ici s'assemblent pour aboutir au montant final à payer. C'est le cœur de la machine. Le calcul suit une séquence très logique et rigoureuse. On part du revenu et la première chose qu'on fait, c'est appliquer le fameux quotient familial. Ça nous donne un premier résultat, un impôt brut. Cet impôt peut ensuite être corrigé par un mécanisme qu'on appelle la décote. Et enfin, tout à la fin, on vient déduire les réductions et les crédits d'impôt. C'est seulement après ces 3 étapes qu'on obtient l'impôt net. Le quotient familial, c'est vraiment un mécanisme central du système français. Son but est d'adapter l'impôt à la situation et aux charges de la famille. L'analogie du gâteau est parfaite. Au lieu de taxer d'un coup un gros revenu, on le divise en un certain nombre de parts fiscales qui dépendent de la composition du foyer. En faisant ça, on atténue l'effet de la progressivité du barème. C'est une manière de prendre en compte la capacité de chacun à contribuer. Cependant, il y a un garde-fou. L'avantage en impôt qu'on tire du quotient familial est plafonné. L'idée, c'est d'éviter que ce mécanisme ne profite de manière démesurée aux foyers qui ont les plus hauts revenus. C'est donc un correctif qui vient limiter la portée du quotient familial pour garantir une certaine équité. La décote, c'est un autre mécanisme correcteur. Elle intervient juste après le calcul de l'impôt brut, mais elle ne concerne pas tout le monde. Elle est spécifiquement pensée pour alléger la charge fiscale des contribuables qui ont un impôt brut assez faible au départ. Son but, c'est de rendre l'impôt encore plus progressif pour les revenus les plus modestes. Et pour terminer, un point de vocabulaire absolument essentiel, il ne faut surtout pas confondre réduction d'impôt et crédit d'impôt.
Les deux viennent bien diminuer l'impôt à payer, mais la différence est de taille. Une réduction d'impôt ne peut que diminuer votre impôt au maximum jusqu'à 0. Si la réduction est plus grande que l'impôt, le surplus est perdu. Le crédit d'impôt, lui, est remboursable. Si son montant dépasse ce que vous devez, non seulement votre impôt tombe à 0, mais en plus, le Trésor public vous rembourse la différence. Voilà, nous avons parcouru tout le cheminement qui mène au calcul de l'impôt. Ce qu'on voit, c'est que derrière la technique se cachent de vrais choix de société. Le quotient familial, c'est une politique familiale. La décote, une politique en faveur des bas revenus. Les crédits d'impôt, des outils de politique économique. Alors je vous laisse avec une question pour réfléchir. De tous ces mécanismes, lequel vous semble le plus révélateur des objectifs que poursuit l'État à travers l'impôt ? C'est une question qui ouvre tout le débat sur la finalité même de l'impôt.